Voilà. Où sont les réserves d'alternatives? Une question, Yves. Eh bien, je voudrais partir sur ces réserves alternatives d'une expérience que nous avons eue dans mon entreprise, qui est un service public qui fonctionnait comme sur la base d'une boîte privée, un peu avec un compte d'exploitation, etc., etc. Donc c'était le centre d'études techniques de l'équipement qui est devenu maintenant le CRMA, après la liquidation du ministère de l'équipement. Donc, nous avions eu à cette époque-là un congrès syndical où, avec Joël Holm, le secrétaire général du syndicat de cette époque-là, puisque nous sommes tous maintenant d'heureux retraités, qui travaillons plus à la retraite que quand nous travaillions, pour beaucoup d'entre nous. Donc, nous avons mis pendant toute la première matinée de ce congrès en débat le travail. Et nous avons demandé aux camarades qui étaient là, qu'est-ce que vous faites dans votre travail? Comment vous ressentez votre travail? C'est quoi votre travail? Et donc, nous étions là à peu près une trentaine, une vingtaine de copains qui sont intervenus et qui ont raconté leur travail. Ils n'ont pas raconté leur salaire, ils n'ont pas raconté leur avancement, ils n'ont pas raconté leur déplacement, etc. Ils ont raconté leur travail. Et à la condition d'avoir quelques outils pour analyser ce qu'ils racontaient, on voyait se dessiner vraiment, ouvertement, ce que Yves a appelé les réserves d'alternatives. C'est-à-dire, il se dessinait une critique de la production intellectuelle qu'ils faisaient, puisque c'était des ingénieurs, cadres et techniciens essentiellement, de leur production intellectuelle, et se dessiner des axes de stratégie alternative pour la boîte. Mais encore fallait-il être attentif à ça. Le secrétaire de l'UL qui suivait le syndicat, comme on dit, suivait entre guillemets, l'après-midi intervient et conclut, lui, il avait compris que, il m'a dit, bon, ce matin, je n'ai pas trop compris à quoi ça servait, j'avais l'impression d'assister à une séance de psychanalyse collective, au-delà de l'emploi. Alors je ne veux pas dire qu'il faut en finir avec l'emploi, pour faire des chômeurs. Ça, c'est une position ultra que j'ai entendu défendre, il y a fort longtemps dans mon syndicat, d'ailleurs, un gars qui disait, puisque l'emploi est capitaliste, moins il y a d'emplois capitalistes, plus le capitalisme va mal. J'y étais peut-être à ce congrès à Rouen, je ne sais plus trop, bon voilà. Mais ceci étant, donc, il s'agit d'aller au-delà de l'emploi. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a dans l'emploi une contradiction, l'emploi entre en contradiction avec le travail à cause de la subordination que suppose l'emploi. Voilà. Et alors là, c'est vraiment un problème délicat, et c'est un terrain probablement délicat sur lequel je m'avance, mais parce que je prends à contre-pied tout un tas de choses. Mais il y a 8 millions de personnes qui sont exclues du travail ou en situation de grande précarité. Malgré les bas salaires, le sacro-saint emploi est recherché, espéré, et simultanément, il est énormément redouté car il génère de la souffrance au travail. Mais parle-t-on bien de travail dans ce cas-là, alors que les salariés, constatant souvent la mauvaise qualité de ce qui est produit, disent « c'est pas du travail, c'est pas du boulot, c'est pas un boulot, ça, c'est pas un travail, ça ». Voilà. Donc à un moment donné, il y a des contradictions à prendre en compte là-dedans pour voir quelle porte de sortie on ouvre. Voici ce que des activités humaines. C'est l'emploi qui l'emporte. On peut le comprendre du fait de la stratégie du chômage. Mais ce faisant, la problématique de l'emploi marginalise l'approche du travail, quitte à obscurcir sa nature, son rôle et les questions que pose précisément la maladie du travail. Ainsi, le travail est presque devenu, dans certains propos, une branche de l'emploi. L'emploi ne serait-il pas donc la forme contemporaine prise par l'exploitation du travail? Ouais, pour poser la question, on dirait que oui, c'est la forme contemporaine de l'exploitation du travail. Par les luttes, quand même, l'emploi bénéficie, il faut bien voir, d'un droit dérogatoire, ce qu'on a vu l'autre jour à la fac avec Luc Justet. L'emploi donne un droit dérogatoire qu'on appelle le droit du travail. Rien à voir avec les droits citoyens. Rien à voir avec la démocratie politique, rien à voir avec la démocratie citoyenne, et un peu à voir avec la démocratie sociale, puisque dans les boîtes, on a des éléments, les comités d'entreprise, etc., etc.
prend l'hypothèse de ne plus confondre le travail et l'emploi et d'aller au-delà de l'emploi, et je vais montrer comment un peu plus loin. Dans l'emploi, donc, le droit obtenu par la personne ne lui appartient pas. C'est un droit qui lui est concédé, il est attaché à une fonction ou à un poste. La rupture de ce droit jette la personne dans un autre système de droit où domine l'allocation, qui permet d'atténuer les plaies créées par les aléas des stratégies économiques et financières, les allocations du chômage. Et dans d'autres cas, ça peut être... Non. Les allocations, les garanties, l'allocation de revenu minimum d'existence. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà, le revenu inconditionnel d'existence avec ou sans emploi. Dans les luttes, nous réclamons essentiellement de l'emploi, et même du bon emploi. Mais le bon emploi existe-t-il à partir du moment où il reste subordonné dans la société décrite par Yves, où ce qui domine sont les marchés financiers, où ce qui domine ce sont des stratégies qui n'ont rien à voir avec le travail et qui réifient complètement la personne pour en contester même l'usage dans le travail, puisqu'on a quand même eu des boîtes qui espéraient faire du profit sans utiliser du travail. L'argent, l'argent sans passer par la production de plus en plus aujourd'hui, c'est les marchés financiers, les bourses. Voilà. Donc, le bon emploi existe-t-il? Dès lors que l'on projette une stratégie de dépassement du capitalisme, d'aller au-delà de la situation de ne doit-on pas mettre rigoureusement en débat la contradiction qu'il y a entre subordination et émancipation, donc entre travail et emploi? Comment résoudre cet antagonisme à partir de l'exigence actuelle que l'on qualifie souvent de nouveaux droits pour les salariés? Alors il y a deux façons principales d'y répondre. Une, c'est l'allocation d'existence et disant, puisque le travail est dans l'emploi, l'emploi étant mauvais, il faut s'extraire et s'émanciper de l'emploi, et s'émanciper du travail, et donc aller en dehors, faire des choses qui me plaisent en dehors, qui en fait ne seront que du travail non marchand. Voilà. Ou aller prendre une autre voie que moi je propose de prendre, qui est celle de l'émancipation humaine. Et la raison de cette émancipation, elle est simple. Elle découle directement de ce qu'est l'être humain. C'est une sorte d'animal qui s'est affranchi de l'évolution biologique de l'être humain pour générer un type d'évolution nouveau et unique, puisque c'est l'être humain qui fabrique le mouvement des sociétés. Par les richesses, et je fais augmenter les richesses pour en accaparer plus chaque fois, mais en même temps, ne l'oublions pas, il y a la question de la domination et du pouvoir qui est posé. Le capital est un rapport social. Depuis 30 ans, déjà, les marchés financiers font de l'argent avec de l'argent en passant de moins en moins par le travail. Pourtant, selon Alain Supiot, dans un article qu'il avait écrit sur l'imaginaire cybernétique fragilise le droit en mars 2012, il indique « La vraie richesse sur laquelle les peuples peuvent compter ne se trouve pas dans les coffres forts des banques, mais dans leur capacité de travail. C'est de ces capacités qu'il faut partir, qui me semble faux. Il s'agit, on dit souvent, nous allons démontrer que c'est possible. La démonstration que c'est possible, elle n'est pas fausse. Je dis fausse, j'exagère. Mais elle est notoirement insuffisante, et moi personnellement, ça fait 40 ans que je démontre que les choses sont possibles. Et 40 ans que la crise s'aggrave. Et que je m'y emploie. Hein. Alors j'en ai écrit des pages, pas des bouquins, mais j'en ai écrit des tracts, des trucs comme ça, hein, syndicalement, politiquement, etc., dans les associations, avec Attaque et compagnie, on a démontré que les choses étaient possibles. Eh bien, quand on démontre que des choses sont possibles, on fait déjà un travail d'espoir. Par contre, moi j'ai envie de faire péter et de faire émerger ce qui est nécessaire. Et les propositions que je vais faire me semblent être des propositions non pas possibles, mais nécessaires. Et c'est parce qu'elles apparaîtront comme nécessaires à la majorité des gens, à une majorité de gens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, que les possibles s'ouvriront. Donc, qu'est-ce qui m'est nécessaire? Eh bien, moi, je suis, en tant que personne humaine, et au sein de Michel Serres, au sein de la personne humaine, au sein des individus, l'individu, je n'utilise pas trop ce terme parce que les abeilles sont des individus dans la ruche, et les termites dans la termitière. Mais les personnes sont des citoyens, des citoyennes dans la société dont ils ont conscience, le langage, la pensée, que j'ai dit tout à l'heure, le travail. Ça fait humanité, la personne humaine. Donc, en tant que personne humaine,
Quel est le meilleur expert pour exprimer et pour réfléchir à ce qui m'est nécessaire? C'est moi. Et si je le fais en constatant les situations avec mon voisin et avec d'autres, je commence à construire un mouvement collectif. Et si je le fais pour le plein développement des capacités humaines, je commence à reconstruire la conscience de classe. C'est un cours que tu nous avais fait, que tu as complètement oublié, que tu nous avais fait en 1985. Mais je te l'écrirai, je te la merde. Voilà. Donc, à un moment donné, faisons péter le nécessaire, et à partir de ce nécessaire, articulons avec les possibles, articulons aussi avec notre histoire. Donc, première proposition, il faut passer de la domination des marchés à l'objectif de la satisfaction des besoins sociaux. Et quand je regarde ce qui se passe dans la société, sur ce qui peut paraître nécessaire aux uns aux autres, ce qui est écrit dans les documents revendicatifs des syndicats, dans diverses études, on peut voir émerger 3 grands types de besoins. J'ai encore combien de temps? 8. Eh bien ça va, c'est bon. Je suis dans les temps. Donc je peux... donc, je vois émerger 3 grands types de besoins. Des besoins de mettre la personne humaine en sûreté, en sécurité. Et pas en sécurité sécuritaire uniquement. Hein. C'est pas de celle-là dont je pense. Ce sont les sécurités sociales. Pour vivre libre, dans une démocratie, on a besoin d'accéder aux droits sociaux. Amartya Sen, prix Nobel d'économie de 1998, c'est pas moi qui le dis, c'est un prix Nobel d'économie. Il n'y a pas d'économie sans éthique et sans démocratie. Donc, il me faut satisfaire des besoins de sécurité et notamment des droits sociaux. La sécurité d'accès à l'eau, à l'énergie, au travail qui me donne le plus de plaisir possible, du moins qui me permet de vivre dignement, etc. etc. Voilà. Donc, eh bien, à partir de là, il faut dépasser 2 marchés. Les marchés financiers, mais ça on a écrit en large, en large et en travers là-dessus sur les marchés financiers. Il faut dépasser le marché du travail. Et le marché du travail, c'est peut-être une forme du marché des esclaves qu'on avait dans l'Antiquité, sans avoir besoin de marchand d'esclaves. Parce qu'il faut se vendre soi-même. Et la qualité qui permet de se vendre soi-même s'appelle l'employabilité. C'est théorisé tout ça dans le management. Ça s'appelle l'employabilité, la qualité de se vendre soi-même. Et donc d'exercer un emploi défini par un employeur. Dans le cadre de la guerre économique, etc. etc. Deuxième condition, le travail ne doit plus être une marchandise. C'est ce qu'affirmait le 10 mai 1944 la déclaration de Philadelphie. C'est le bouquin de Supiot, je vous engage à le lire. Refondant l'Organisation internationale du travail. Le premier principe affirmé là, c'est le travail n'est pas une marchandise. Le deuxième principe, c'était la misère auquel se trouve le danger pour le développement de tous. Et cette déclaration de Philadelphie fondait le principe de dignité humaine. La dignité qui, à mon sens, se situe au-dessus de la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. La dignité humaine, c'est quelque chose qui surplombe tout ça. Eh bien, quel recul par rapport à la déclaration de Philadelphie nous avons accepté, quand nous avons accepté l'idée de marché du travail, qui n'est qu'un marché des emplois. Ce recul, il est passé inaperçu, tant qu'il y a eu les 30 glorieuses et le plein emploi dit des 30 glorieuses, qui n'était pas un véritable plein emploi, puisqu'il n'y avait que 10 ou 20% de femmes qui travaillaient, et qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, et que la moitié de la population active est constituée de femmes. Ce qui n'est pas le cas en Allemagne, ce qui permet de dire, au modèle allemand, il y a moins de chômeurs en Allemagne qu'en France, mais la population active en Allemagne et en France n'est pas la même. Donc on compare des choses qui ne sont pas comparables, par exemple. Voilà, donc à un moment donné, il faut dépasser le marché du travail. Il s'agit aussi de donner de l'ampleur et du sens à la citoyenneté économique et sociale. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut compléter la parole de Jaurès. On a gagné sur la première démocratie, c'était la fin du 19e au début du 20e, et depuis la démocratie économique, on l'attend. Enfin, on l'attend. On essaie de l'avoir, mais on ne l'a pas. On pourrait alors formuler une hypothèse. Les droits fondamentaux humains doivent pénétrer les lieux de travail. Ces droits fondamentaux doivent s'imposer au droit de la propriété lucrative, c'est-à-dire à celle qui permet l'accumulation et la suraccumulation du capital.
et donc des pouvoirs. Propriété lucrative, c'est un terme utilisé ou inventé par Bernard Friot. Le vaste et irrésistible mouvement des sciences et des connaissances appelle toujours plus de mise en commun qui s'oppose aux confiscations de toutes sortes découlant du droit de propriété sans éthique et sans borne. Donc il y a à revisiter fortement le droit de propriété. Pas le droit de propriété d'usage individuel, y compris la maison secondaire, la belle voiture, etc. On s'en fout de ça. C'est pas ça qui compte. C'est le droit qui donne les pouvoirs d'exploiter la planète entière. Et les humains, et les ressources naturelles, et la nature. Les capacités des salariés, c'est-à-dire celles des producteurs essentiels de la richesse, doivent être étendues. Il ne s'agit pas simplement de doser quelques-uns des salariés, quelques-uns des représentants des salariés dans des conseils d'administration, comme cela est parfois présenté. Parce que ces pauvres salariés dans les conseils d'administration, s'ils n'ont pas des experts solides derrière, ils sont dépassés, surtout avec les normes comptables actuellement en œuvre dans les grosses boîtes, les normes IFRS. Mais de leur donner de réels pouvoirs sur l'élaboration et la direction stratégique des activités. Et pourquoi ça? Parce qu'ils constituent aujourd'hui, de fait, ils ne sont plus protégés, ou très mal protégés par le rapport de subordination, puisqu'ils ne sont plus protégés par le rapport de subordination. Autant qu'ils gagnent du pouvoir, parce que le nouveau paradigme doit être la prise de pouvoir économique, qu'ils gagnent du pouvoir économique et qu'ils s'occupent enfin de leurs affaires directement. Donc, les comités d'entreprise et les délégués du personnel, dont le statut et le rôle sont à élargir, à conforter, certes, dans les TPE, les toutes petites entreprises, les PME, les groupements de métiers, de branches ou de sites, pourraient être dotés d'un droit de veto suspensif, d'un droit à la contre-proposition, et ça, ce ne sont que des propositions classiques, ultra classiques, mais moi j'en rajoute une, d'un droit à l'autosaisine du crédit bancaire ou à la saisine des fonds publics, entraînant la décision des entreprises ou du groupe, c'est-à-dire d'un droit à la capacité de décision et à la capacité à décider de ce que l'entreprise va faire et va produire. Faire avec plus de plaisir, même parfois s'il y a des boulots qui sont pas agréables, mais même dans les boulots les plus dégueulasses, il y a des gens qui peuvent, ce qu'on appelle les plus dégueulasses aujourd'hui, qu'on peut faire, si on donne la parole aux gens, si on les respecte, si on leur donne le pouvoir de dire ce qu'ils veulent et de faire un peu ce qu'ils veulent, ils peuvent paraître beaucoup plus gratifiants. Donc, à l'ensemble de la société, il faut préciser des responsabilités, mais aussi il faut donner des incitations ou des sanctions favorisant de façon globale ce que j'appelle, moi, les dynamiques du travail, dont je parlerai en conclusion de mon exposé. Ce dispositif de base serait complété de façon subsidiaire par un ensemble de statuts particuliers, si nécessaire, de conventions. Il ne resterait qu'entre l'entrepreneur, s'il s'agit d'un entrepreneur, alors il peut être collectif, peut-être individuel, ça peut être un service public, ça peut être ce qu'on veut, entre l'entrepreneur qui use des personnes disposant de ces statuts, il resterait un bout de contractualisable qui serait une convention pour des choses particulières. Je ne sais pas, moi, je veux embaucher un salarié qui va se promener sur la Lune, il y a peut-être une convention particulière à établir avec lui, parce que dans le statut général qu'il a, il n'est pas prévu qu'il aille sur la Lune. Et si je veux l'envoyer sur la Lune, ben je vais avoir une convention particulière avec lui pour qu'il aille sur la Lune. Alors je dis une caricature là-dessus, mais c'est dans des cas de travaux spécifiques, mais l'essentiel formé par des statuts pour un droit attaché à la personne, transférable dans toutes les situations que la personne connaîtra dans sa vie. Je disais tout à l'heure, le premier besoin c'est des sécurités, ça donne des sécurités. Le deuxième besoin c'est la maîtrise des temporalités. Tout au long de sa vie, il faut pouvoir maîtriser le temps de la vie des gens, le temps de la formation, mais aussi le temps de la nature et de la reproduction de la nature. Ce n'est pas le temps hystérique de l'accumulation du capital. Donc il faut que les temps de la vie s'imposent au temps de l'accumulation financière, voire même que celui de l'accumulation financière, ce temps-là n'existe plus. Voilà. Donc à un moment donné, on pourrait fonder ainsi ce que j'appelle moi une sécurité sociale du travail. Il y a évidemment, pour concevoir et mettre en place une telle transformation, un important travail théorique, démocratique, juridique à réaliser.
On le voit, ce dispositif statutaire ne serait plus basé sur l'emploi devenu objectivement trop restrictif, mais sur une notion élargie du travail, y compris pour le travail non marchand. Sixième proposition, j'en ai d'autres, je ne vais pas toutes les lire, dans la discussion ça viendra peut-être. L'entreprise doit être reconnue par un statut, ou plus particulièrement par des statuts, en fonction de sa taille ou de sa nature, comme étant l'espace et le moment de mise en œuvre de capacités diverses, de confrontation d'intérêts, de convergence d'actions pour la réalisation de richesses réelles. Réalisation de richesses réelles, pas forcément, et pas pour la réalisation de dividendes ou d'intérêts pour des parasites qu'on appelle des actionnaires, avec les produits dérivés et compagnie. L'actionnaire ne doit plus être confondu avec le propriétaire de l'entreprise. Ce que l'on fait allègrement aujourd'hui. Puisque l'entreprise n'existe aujourd'hui ni dans le droit, ni en économie. Il n'y a aucun droit de l'entreprise. Il y a un droit des sociétés, un droit commercial, il y a un droit de ceci, un droit de cela. Quand on parle des entreprises dans les comptes publics, vous verrez tout de suite après, vous avez affaire aux entrepreneurs, aux sociétés, ou aux établissements. Sociétés, de capitaux, code des sociétés, ou l'établissement, le nombre de salariés par établissement, etc.